12h11 sur RCJ, nous sommes en compagnie de Michel Simès. Bonjour Michel. Ravi de vous recevoir pour la première fois sur RCJ, peut-être même pour la première fois sur une radio juive. Oui, tout à fait, c'est la première. Et pour quelle raison? Vous n'avez pas eu l'occasion? Si, j'ai été souvent invité, mais après, bon, c'est question de planning, ça correspondait pas toujours à mes possibilités, surtout à votre heure. Normalement, je suis au magazine de la santé, sauf le vendredi. Donc là, on a réussi à caser quelque chose. Et on est absolument heureux donc d'être les premiers à vous recevoir. Vous êtes ici pour parler du livre que vous avez publié cette année, un livre sur un sujet particulièrement difficile, celui des médecins nazis qui ont mené des expériences atroces, inhumaines, sur des déportés dans les camps de la mort. Votre livre s'intitule Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort, et c'est publié chez Stock. Michel Simès, vous êtes médecin, vous êtes petit-fils de déportés, vous le racontez au début de ce livre. C'était une nécessité pour vous d'aborder cette question? Ça l'est devenu, c'est-à-dire que je suis parti il y a quelques années, il y a de nombreuses années même, je suis parti à Auschwitz faire un voyage de mémoire, parce qu'effectivement mes deux grands-pères ont été assassinés là-bas. Et lors de ce voyage à Auschwitz, en dehors de de toute l'émotion qu'on peut ressortir lors d'un tel voyage et que tous ceux qui sont allés à Auschwitz ont ressenti, je me suis retrouvé devant le bloc numéro 10, qui est le bloc dans lequel notamment Mengele faisait ses expériences médicales. Et là, j'ai eu comme une sorte de flash, j'entendais virtuellement les cris derrière, parce qu'il n'est pas ouvert ce bloc, donc on ne peut pas le visiter, mais j'entendais les cris des gens qui subissaient les expériences médicales. Et là, je suis parti avec le cœur de petit-fils, et je me suis retrouvé devant ce bloc avec le cerveau de médecin qui ne comprenait pas comment des médecins, a priori on fait ce métier plutôt pour rendre service plutôt que pour faire souffrir, pouvaient avoir commis de telles horreurs. Et je me suis dit que quand je pourrai, quand j'aurai je ne veux pas dire le courage par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais quand j'aurai la force de le faire, j'essaierai d'écrire un livre. Ouais. Alors vous avez mené un véritable travail d'enquête avec des recherches très approfondies. Quels sont les documents sur lesquels vous avez travaillé? Est-ce que ça a été facile d'accomplir ce travail? Non, alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, ça n'a pas été facile du tout, puisque ça a été une écriture qui m'a beaucoup pesé moralement, parce qu'il a fallu que je lise beaucoup de choses pour en tirer ce livre. Ça a été une année de travail qui, psychologiquement a été très difficile. La promotion l'a été également. Quant aux recherches, j'ai eu la chance de tomber sur une Bible qui était Croix gammée contre caducée, qui a été écrite par un médecin militaire qui est resté pendant 3 ans au procès de Nuremberg et qui a colligé tout ce qui se disait, tous les rapports, tous les témoignages. Et alors j'avais d'autres sources, mais celui-là a été incroyable, quoi. Alors chapitre après chapitre, vous dressez le portrait de ces hommes, également une femme qui était infirmière à Auschwitz, qui ont mis leur science au service de l'abjection la plus totale. Qui étaient-ils, ces médecins? Et ils n'étaient pas, comme on aurait envie de le croire, des médecins ratés, mais plusieurs d'entre eux étaient même brillants. Ouais, de bons médecins. J'étais parti avec ça, avec cette idée, en me disant c'est pas possible. Pour faire ce qu'ils ont fait, c'était forcément des médecins ratés qui auraient aimé être reconnus par la faculté avec un grand F, et qui finalement se sont retrouvés dans des conditions où personne ne les surveillait vraiment et où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et ben pas du tout. En fait, il y avait des médecins très brillants parmi eux. Il y avait des tarés, il y avait des fous. Mengele était probablement un bon médecin, mais complètement fou. Mais il y avait des gens qui étaient soutenus par des sommités allemandes de l'université de Berlin, et qui savaient ce qu'ils faisaient, et qui faisaient ça de façon plutôt scientifique, assez rigoureusement, qui rendaient des comptes rendus lors de congrès. Donc c'était pas des pauvres médecins qui finalement voulaient montrer qu'ils étaient compétents, parce que pour la plupart ils l'étaient. Et il s'inscrivait tout à fait dans l'idéologie nazie. Il voulait essayer de prouver en tout cas la supériorité génétique de la race aryenne. Et vous le disiez, c'était des ordres qui venaient d'en haut. Himmler lui-même suivait attentivement. Ouais, c'est Himmler qui était le maître d'œuvre de tout ça, parce qu'il était féru de science, et puis il avait dit à ses médecins essayez, il en sortira peut-être quelque chose. Il y avait 2 objectifs. Un des objectifs
qui était le cas de Mengele notamment, c'était de montrer que la race aryenne était supérieure et d'essayer de la sauver. Puis de l'autre, on essayait surtout de sauver l'armée allemande. On essayait de trouver les moyens de sauver les aviateurs qui étaient abattus et qui tombaient dans la mer et qui mouraient soit de soif, soit de froid. On a essayé de trouver des moyens de traiter les infections. Enfin bref, à chaque fois qu'il y avait des raisons qui permettaient d'essayer de trouver une solution pour l'armée allemande, on tentait les expériences. Ça a été une grosse partie des expériences médicales quand même. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des expériences terribles que vous décrivez, mais il y a un élément qui m'a marqué. Il menait ces expériences sur des hommes ou sous des sous-hommes, comme il les appelait, parce que les expérimentations scientifiques sur les animaux étaient interdites en Allemagne, et ça venait même d'Hitler qui aimait les animaux. Ouais, absolument, Hitler avant la guerre qui avait particulièrement un détail atroce. Voilà, un décret qui disait qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux, mais comme les juifs et les tziganes étaient considérés comme des sous-êtres humains, et on pouvait le faire, surtout dans le secret des camps de concentration. Mais effectivement, les expériences sur l'animal étaient interdites. Ouais. Alors, plusieurs de ces médecins ont été jugés juste après la guerre au procès de Nuremberg. Le plus sinistrement célèbre d'entre eux, Mengele, il a échappé à ce procès. Vous le racontez dans le livre. Il a réussi à s'enfuir. Ouais, et Mengele a réussi à s'enfuir. Pourtant, il n'était pas très loin. Il était à quelques kilomètres de Nuremberg, mais il a réussi à s'échapper. Alors, il faut aussi se dire qu'il y avait un chaos à la libération qui était terrible. Les moins bêtes de ces gens-là ont fini par fuir avant l'arrivée des Alliés. Et puis, Mengele a pu, grâce au fameux réseau qui permettait aux Allemands de partir en Amérique du Sud, il a fini par se réfugier dans différents pays sud-américains. Et il est mort d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque en se baignant sur une plage brésilienne. Quelle a été la ligne de défense des médecins qui ont été jugés à Nuremberg? Comment se sont-ils accommodés du fameux serment d'Hippocrate? Ils ont tous mis en avant le fait que le serment d'Hippocrate reposait sur ce fameux médecin grec, mais que c'était obsolète, que tout ce qu'il disait dans le serment d'Hippocrate ne concernait plus la médecine moderne et qu'on ne pouvait pas se référer à tout ce qu'on y disait. Et puis, ils se sont tous défendus en disant qu'ils faisaient ça pour la population allemande, pour l'armée allemande, et qu'on était en guerre et qu'il fallait donc tout faire pour que la population allemande puisse être sauvée. Donc voilà, alors bien évidemment, c'est un argument qui n'a pas tenu longtemps vu les condamnations, mais voilà, ils étaient... Et je pense que tous n'étaient pas hypocrites dans leur façon de se défendre et qu'ils avaient, ils avaient mis la nation au-dessus de l'éthique. Il y a une femme parmi ces hommes, elle était infirmière à Ravensbrück, je crois. Elle essaye de se défendre pendant le procès pour un... Oui, Hertha Oberhäuser, qui était la seule femme. Alors c'était une infirmière qui a participé aux terribles expériences dont on parle souvent, qui consistaient à casser les membres des femmes et à leur mettre des morceaux de chiffon, des morceaux de bois ou de verre pour les infecter et voir si les sulfamides, qui étaient les antibiotiques de l'époque, pouvaient agir. Hertha Oberhäuser faisait aussi une sorte de sélection. Elle était obsédée par les jambes, alors elle se mettait sur une table, elle faisait défiler les déportés en soulevant les jupes pour voir quels étaient l'état de leurs jambes. Et puis quand des femmes criaient trop fort parce qu'elles souffraient, elle leur injectait de l'essence pour les euthanasier. Et au procès, elle a dit qu'elle le faisait pour que les femmes souffrent moins. Et Hertha Oberhäuser a fini par elle avait été condamnée à 22 ans, je crois, de prison. Elle a fini par être libérée. Elle est allée s'installer comme pédiatre quelque part. Et puis elle a repris l'exercice de la médecine. Voilà, et elle a été reconnue par une déportée. Donc on a fini par lui interdire d'exercer. Et puis s'est remise à bosser dans un labo et elle est morte tranquillement dans une maison de retraite en 78. Michel Simès, vous allez très loin, je trouve, dans les questions que vous posez dans ce livre. Vous demandez si ces expériences et leurs résultats avaient un intérêt sur le
plan scientifique. Est-ce que c'est légitime je vais très de loin. Poser ce genre de questions? Je vais très loin. Je l'explique dans le prologue, c'est les questions qu'on me posait à moi. Les gens sont très gênés de poser la question, mais ils la posent en disant est-ce que finalement, c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais est-ce que finalement tout ça a servi à quelque chose? Parce que derrière ces questions, il y a finalement, ces médecins allemands ont fait des choses abjectes, mais ont fait ce que la médecine ne pourra jamais plus faire, enfin qu'on espère, c'est-à-dire faire des expériences sur des êtres humains pour voir si ils meurent ou pas. Et non, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'avancée, peut-être sur les gilets qui permettent de sauver un peu les aviateurs qui tombent dans l'eau, mais tout le reste a été inutile. 12h21 sur RCJ, on marque une pause de publicité, on se retrouve tout de suite après en compagnie de Michel Simès. – 12h23 sur RCJ, nous sommes toujours en compagnie de Michel Simès pour son livre Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort, c'est paru chez Stock. Michel Simès, je voudrais qu'on s'arrête à présent sur l'affaire de l'Institut de Strasbourg et des révélations que vous faites dans votre livre et qui ont fait l'objet d'une polémique dès sa parution. Alors, je résume l'affaire. Des restes d'organes humains prélevés par les médecins nazis sur des déportés juifs ont été conservés jusqu'en 2015 dans des bocaux à la faculté de médecine de Strasbourg. Elle a d'abord nié les faits et puis finalement elle a reconnu avoir conservé ces bocaux. Alors oui, enfin ils ont été retrouvés. Le travail, c'est surtout Raphaël Toledano qui est un chercheur qui travaille là-bas depuis des années sur cette histoire de ce musée du sous-homme organisé par August Hirt qui était un médecin nazi qui, comme les Juifs étaient amenés à disparaître, voulait conserver quelque chose. Donc effectivement, il y a eu des polémiques depuis des années qui disaient que on avait tous les restes de ce musée qui devait voir le jour avait été inhumé à la Libération au cimetière israélite de Cronenbourg et en fait certains disaient qu'il restait probablement des coupes anatomiques quelque part dans cet institut ou en tout cas à l'université de Strasbourg. Et effectivement moi j'ai relayé, alors c'est pas des révélations, moi j'ai relayé ce qu'on me disait. Uzi Bonstein qui est un médecin m'avait dit qu'il avait vu dans les années 70 des bocaux marqués Juden avec des restes humains qui devaient venir de cette époque. Moi là-bas, j'y suis allé pour enquêter un petit peu. On m'a dit mais non, il n'y a plus rien. Regardez, on vous ouvre toutes les portes, ce qu'on a à peu près fait. Et effectivement, ça a créé une polémique hallucinante. Enfin, un truc, mais le problème, c'est que c'était même avant la sortie de mon bouquin et Alain Beretz, le président de l'université de Strasbourg, a convoqué une conférence de presse avant d'avoir lu mon livre en disant que j'accusais la faculté et l'université de conserver volontairement des restes, ce que je ne dis pas dans mon livre. Je pose la question. Et donc ils m'ont assassiné dans la presse là-bas en disant que je ne me basais que sur des rumeurs, que je me basais sur des faux, que je disais n'importe quoi dans le bouquin. Et manque de peau, début juillet, Raphaël Toledano ouvre une petite salle dans laquelle personne n'allait jamais et on retrouve effectivement des restes. Alors, bon, si vous voulez, moi, cette polémique, franchement, ça m'a un peu miné sur le moment parce que quand vous écrivez un bouquin comme ça, vous n'avez pas besoin de ça en plus. Mais
Je me suis dit, bon, ils ont découvert des restes, ok, c'était dans une salle qu'ils ouvraient pas, bon, peut-être que l'université va reconnaître que finalement, on n'avait pas complètement tort. Ben non, ils sont tellement bornés, enfin surtout Alain Berès, ce président de l'université de Strasbourg, qui, le jour de l'inhumation où je suis allé pour l'inhumation à Strasbourg des restes là en septembre, est venu me voir en me serrant la main en me disant il faut qu'on arrête cette polémique. C'est pas moi qui l'avais initié, hein, et en me disant bon, en fait votre livre il est bien, il est bourré d'erreurs, hein, mais il est bien. Même pas capable de reconnaître une seconde que effectivement peut-être qu'ils auraient pu chercher un petit peu mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la susceptibilité humaine. Et ces restes donc de déportés juifs ont finalement été inhumés dans le Ils ont été inhumés toujours juif. Au cimetière de Cronenbourg, mais et maintenant il va y avoir une commission d'enquête qui va se réunir pour essayer de voir si vraiment il reste rien à l'université de Strasbourg, et en ouvrant vraiment tous les placards, toutes les salles, etc. Et j'ai cru comprendre que quelqu'un m'avait gentiment proposé dans cette commission, mais que mon nom a été rejeté assez rapidement. Rejeté. Comment ressort-on, Michel Simès, de cette plongée dans l'horreur, dans le mal absolu ? On en sort difficilement. Bon, ça va aujourd'hui, mais j'ai eu 2 moments difficiles. Je vous l'ai dit, le moment où je l'ai écrit, le moment où j'ai fait la promo, parce que j'avais peur de replonger dans cet univers, dans tout ce que j'avais lu, et que j'ai du mal à répondre aux questions des interviews, etc. En plus, la promo a été incroyable, ce qui explique aussi le succès du livre. Voilà, on en sort avec l'envie de ne pas y retourner tout de suite, surtout. Et qu'est-ce que l'écriture de ce livre vous a appris sur la nature humaine, vous, le médecin ? Eh ben, ça m'a appris, surtout, vous savez, quand je dédicace ce livre dans les librairies, dans les salons, ou quand les gens me l'apportent, je marque plus jamais, mais plus jamais avec un point d'interrogation. Voilà ce que ça m'a appris. Alors, ce livre a très bien marché. C'est même un succès en librairie. Vous avez vendu 120 000 exemplaires. À quoi vous attribuez le succès de ce livre, au sujet quand même particulier et difficile? Je suis aussi sidéré que l'éditeur. Je ne peux pas vous l'expliquer, si ce n'est que, bon, probablement que ma petite popularité y a fait un petit peu, et puis que voilà, ça fait partie de l'histoire aussi, et puis une partie de l'histoire de la Shoah qui était assez peu connue. Donc voilà, tout ça, et puis grâce à vous, grâce à tous les journalistes qui en ont parlé. Merci beaucoup, Michel Simès, d'avoir été avec nous sur RCJ. Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort. C'est publié aux éditions Stock. 12h28. On se retrouve dans quelques instants en compagnie de Paul Henriette Lévy et de son invité.